Bienvenue dans ce troisième épisode de la troisième saison d'Itinéraire bas carbone. Nous nous sommes jusque-là intéressés aux aspects réglementaires et dispositifs, ainsi qu'à la manière de réaliser un diagnostic de mobilité. Nous ne pouvons pas continuer notre parcours sans parler des différents modes de transport qui existent, comment ils cohabitent, ainsi que leurs caractéristiques. Nous allons également réfléchir aux difficultés liées au changement des comportements, et plus exactement ici, au changement de mode de transport. Le changement est motivé par plusieurs facteurs et nous nous concentrerons dans cet épisode sur l'aspect culturel. Les aspects économiques et santé seront traités dans le prochain épisode. Pour développer ces aspects, je retrouve Alexandre Sévenet, président chez Nepsen. Bonjour Alexandre, avant de commencer, pouvez-vous vous présenter ainsi que Nepsen ? Bonjour, Alexandre Sévenet, donc je suis président de Nepsen, qui est un bureau d'études en transition énergétique et écologique, un des pionniers des activités maîtrise de l'énergie et enjeux énergie-climat, avec des prestations qui vont du bilan carbone, des audits énergétiques aux réhabilitations énergétiques avec ou pas garantie de performance dans le résidentiel de tertiaire, mais également le secteur industriel. Donc c'est 13 agences en France avec un peu plus de 200 personnes. Pour commencer cet épisode, et avant de parler des différents modes de déplacement, parlons des enjeux à changer les comportements. Plusieurs leviers sont à actionner et l'aspect culturel a une place prépondérante. Quels sont les enjeux à ce sujet ? Oui, bah, c'est exactement ça. Effectivement, on prend souvent le sujet avec une approche technique, voire une approche économique et en fait, c'est pas vraiment le cas. Les technologies, dans la plupart des cas, elles sont là et elles sont là depuis bien longtemps. Les moyens sont là aussi. Nous, on est, très souvent sollicités par des gens qui ont des sous, hein, qui veulent placer de l'argent dans des projets, vertueux pour la transition énergétique et écologique. Donc en fait, je dis pas que tout est parfait, tout est fluide, hein, mais globalement, l'enjeu essentiel, comme tu le disais, c'est un enjeu culturel. Clairement, il faut arriver à changer la matrice comportementale vraiment profondément. Il faut que, on arrive à faire en sorte que la sobriété et la frugalité, deviennent, les comportements, majeurs, sociaux, alors qu'aujourd'hui on est plutôt dans du consumérisme et du matérialisme. Ce qui est pas évident, parce qu'il faut qu'on arrive à lutter contre des années de diffusion de messages qui poussent à la consommation de masse, hein, dans tous les secteurs d'activité. Mais voilà, ça c'est un vrai enjeu sociétal. Heu et puis ça touche des choses très concrètes. Il faut qu'on trouve un plaisir, aussi fort au niveau, biologique, hormonal à ne pas acheter plutôt qu'à acheter, à économiser plutôt qu'à dépenser, à prendre du temps, plutôt qu'à, zapper sur des écrans, à switcher d'une petite vidéo à une autre. Bon, enfin voilà. On se rend compte que c'est vraiment profond parce que même chez les gens qui sont très convaincus, il y a énormément de réflexes qui sont encore à acquérir, qui sont pas en place. Heu, un exemple tout bête, mais moi je recrute plein d'ingénieurs, des jeunes ingénieurs écolos à fond, heu, bon, on parlera tout à l'heure des moyens de déplacement, mais on a, presque 50 de gens qui viennent en vélo au bureau en moyenne sur la France, sur nos différentes agences, ce qui est énorme. Bon, pour autant, quand on fait le tour des bureaux entre midi et 2, bah, je peux te garantir que tous les écrans et tous les PC sont pas éteints. Voilà. C'est bon, évidemment, ils consomment pas grand-chose, bon, c'est tout bête, hein, mais voilà, plein de petits réflexes comme ça qui sont à acquérir. Et puis au-delà des réflexes individuels, c'est bien sûr l'organisation de la société, hein, qui facilite pas les choses. Un exemple tout bête, mais la réparation aujourd'hui, même s'il y a des choses qui ont été faites pour essayer de la booster, est pas du tout, redevenue, la règle. Aujourd'hui, on est encore dans le jeter, pour remplacer, sur les véhicules, par exemple, les procédures de véhicules économiquement irréparables. Si tu veux faire réparer une voiture accidentée, il faut vraiment s'accrocher. Merci Alexandre. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Voyons dans un premier temps les mobilités actives et les mobilités partagées. Pouvez-vous nous en parler plus en détail ? Oui, bah, alors la mobilité, donc il y a effectivement, plein de moyens de se déplacer, basique, c'est à pied, c'est encore au niveau mondial, le moyen de déplacement principal, hein, de beaucoup de gens, alors moins dans les pays développés, sans aller jusqu'à l'extrême des États-Unis où tu as des drives pour tout, hein. Tu peux même aller à la banque et déposer ton argent en drive aux États-Unis. Heu, mais mais heu,
mais à pied, c'est la meilleure manière de se déplacer avec un impact carbone qui est nul et plein d'effets secondaires positifs, pour la santé, individuelle des gens. Après toujours dans cette logique mécanique, il y a le vélo, hein, le vélo mécanique, heu, qui est, autant que possible à privilégier au vélo à assistance électrique. Heu, En ordre de grandeur, hein, un vélo mécanique, c'est à peu près 100 kilogrammes de CO2, alors qu'une voiture, c'est 5 à 6 tonnes, heu, pour construire le bien, que tu vas utiliser. Et quand on sait que, le déplacement moyen des gens pour aller travailler, c'est moins de 3 kilomètres, globalement, ça se fait quand même très bien en vélo, en fait, hein. Et puis après, le l'ordre de priorité, toujours en baisse d'émissions, c'est tout ce qui est transport en commun, avec les bus, les métros, les trams, les trains. Globalement, dès qu'on est sur du transport en commun, on arrive à beaucoup diminuer les émissions de CO2 par personne et par kilomètre, avec un enjeu carbone non négligeable sur le bus qui est de bien les remplir, en fait, hein, d'où, certaines tentatives qui ont été faites, par des municipalités de la gratuité des transports en commun pour que justement, finalement, ils reviennent moins cher parce que plus remplis, avec des premiers enseignements qui sont plutôt positifs sur le sujet. Heu et puis, les transports en commun, électrifiés comme, le tram, le métro, le train, pour le coup, là, on est sur des niveaux d'émissions de carbone par personne par kilomètre qui sont, très faibles et même, si on regarde pas par kilomètre, en global, on est sur des émissions de carbone vraiment faibles. Par exemple, il faut avoir en tête qu'un aller-retour Paris-Marseille en TGV, heu, ça correspond aux émissions de carbone d'un steak haché de 120 à 150 grammes. Donc voilà, on mange un steak haché, on fait autant de carbone qu'en faisant l'aller-retour à Paris-Marseille. Merci. Ensuite, les nouvelles technologies et les nouvelles manières de se déplacer se développent en permanence, ou encore certains d'entre eux sont adaptés de l'existant. Pouvez-vous les développer? Oui, c'est sûr, on est en train de passer sur ce sujet du déplacement, à une vraie logique de l'usage, de la fonctionnalité, hein, ce qu'on appelle l'économie de la fonctionnalité, avec des choses qu'on voit arriver donc l'autopartage, par exemple. Il n'existait pas il y a une dizaine d'années et qui s'est beaucoup développé dans les grandes villes où, tu vas chercher des véhicules qui sont souvent des véhicules de petite taille, donc même conditions thermiques qui sont, relativement peu émissifs. Heu, Quand tu as un besoin, pour 1 à 2 heures, voilà, ça va très bien, c'est pas très cher. Heu L'intérêt de l'autopartage, c'est que, tu peux te séparer d'un véhicule, carrément, en fait. Si tu optimises tes usages, tu peux arriver à enlever, un véhicule dans le foyer, par exemple, hein. Bon, alors évidemment, il y a quelques contraintes à intégrer, hein. Il faut aller sur le point de récupération du véhicule, et il faut laisser le véhicule à point de récupération aussi. Mais globalement, nous, on s'en sert beaucoup au niveau professionnel, et ça fonctionne plutôt bien quand on a des petits déplacements. Heu et puis dans les nouveaux, moyens de se déplacer, il y a le covoiturage, hein, alors là, il y a beaucoup de choses qui vont dans ce sens-là. Il y a une voie covoiturage, à Paris maintenant, sur le périph', alors, apparemment, on n'a jamais vu autant de voitures avec des sièges enfants devant, depuis que la voie covoiturage est en place. Bon, c'est un autre sujet, mais on voit que les caméras thermiques sont efficaces, savoir si le siège enfant est vraiment occupé ou pas. Hem Donc le covoiturage, c'est hyper vertueux parce que là, pour le coup, si tu covoitures une personne, tu divises par 2 tes émissions de CO2. Si tu covoitures 2 personnes, tu divises par 3. Si en plus ton véhicule de base est un véhicule électrique, là, tu encore meilleur, voilà, puisque de base ton véhicule est moins émetteur. Heu et il y a des choses qui se mettent en place comme par exemple des arrêts de bus entre guillemets «de covoiturage». Heu, il y a des poteaux, quand tu es au poteau, tu peux indiquer l'endroit où tu vas. Et donc tous les conducteurs qui passent, peuvent s'arrêter. Il y a même dans ces arrêts de bus, parfois plusieurs poteaux quand il y a plusieurs grandes destinations, voilà, les gens se mettent à un poteau ou à un autre, puis, les gens s'arrêtent. C'est une sorte de nouvelle façon de faire du stop, quoi. Moi, quand j'étais jeune, le stop, c'était assez courant. On voyait souvent des autostoppeurs. Moi-même, j'en ai fait beaucoup quand j'étais adolescent. Pas le dire à ma mère, hein, mais voilà, je m'en suis beaucoup servi. Heu, on le voit beaucoup moins, hein, les autostoppeurs, on en voit quasiment plus. On voit des étrangers, backpackers, faire ça en été, mais sinon, c'est plus du tout un réflexe du quotidien. Hem, il y a aussi des initiatives employeurs qui existent, hein, sur le covoiturage, pour les trajets domicile-travail.
où certaines entreprises essayent de mettre en place une organisation pour que les salariés puissent, plus facilement, covoiturer, synchroniser leurs agendas pour limiter leurs déplacements, enfin les émissions de CO2 liées à leurs déplacements. Bon, il y a même des choses originales, j'ai visité, le siège de Google, en 2017, heu et donc chez Google, quand ils rentrent chez eux le soir, ils bipent tous, ils rentrent en fait dans des bus par grandes zones, mais les arrêts de bus sont pas prédéterminés, ils bipent tous et il y a un algorithme qui calcule, les arrêts pour que, le bus fasse le minimum d'arrêts, le trajet optimal par rapport aux toutes les personnes qui sont dans le bus. Voilà, en temps réel. C'est assez bluffant. Hem, voilà, donc les 2, hein, autopartage, covoiturage sont des moyens assez efficaces de diminuer les émissions de CO2 d'une voiture. Et puis, le dernier sujet aussi dans cette logique-là, c'est tout ce qui est multimodal, heu, avec, des enjeux, forts, hein, parce que, par exemple, le mix, vélo plus, train, c'est un mix que nous on utilise beaucoup, en interne pour des déplacements professionnels. Ça fonctionne pas mal, mais encore faut-il effectivement que les trains ou les métros ou les trams, puissent accueillir les vélos correspondants, ou alors que les gens qui veulent le faire puissent s'équiper de vélos pliants, mais bon, ça a d'autres enjeux, c'est un peu plus cher, voilà. Mais le multimodal est aussi une piste de changement de pratique, qui d'un point de vue, émissions de CO2 est très vertueux. Merci. Enfin, le dernier type de mobilité à utiliser lorsque l'on souhaite se déplacer sont les mobilités individuelles électrifiées. Quels sont les éléments à connaître à ce sujet? Oui, alors on aurait pu en parler au tout début dans le panorama global des moyens de mobilité, mais effectivement donc l'électricité, est en train de se déployer massivement et tant mieux. Mmh. Tant mieux puisqu'on voit que nos moyens de production décarbonés, finalement, suivent aussi, même si on n'est pas, nationalement, à l'objectif que l'on avait affiché, on se rend compte que finalement, dès aujourd'hui, là, 2025, on ne consomme pas encore assez d'électricité puisque, on est obligé d'arrêter des éoliennes, d'arrêter des centrales nucléaires, là, en ce moment, tous les jours. Alors qu'on pourrait consommer cette énergie électrique décarbonée, pour alimenter effectivement, différents usages, notamment les moyens de mobilité, électriques. Donc sur les vélos à assistance électrique, ça s'est développé, plein de régions en déprime, ça devient, pour le coup, hype, hein, plein de gens ont envie d'avoir un vélo électrique. Alors il y a un enjeu, c'est que ça ne remplace pas la marche à pied, parce que dans bien des cas, c'est le cas. C'est l'enjeu, c'est que vraiment ça remplace effectivement, des déplacements carbonés, donc la voiture, et pas le combo marche à pied, bus ou marche à pied, transport en commun. Hem Et dans les idées qu'on peut avoir, en tant qu'entreprise pour favoriser ça, c'est évidemment des vélos électriques de service. De la même manière qu'il y a des voitures de service, on peut tout à fait avoir des vélos électriques de service, voire même des trottinettes électriques de service. On peut aussi mettre en place, le remboursement sur note de frais des kilomètres professionnels effectués avec un vélo personnel. Chez nous, on l'a mis en place, hein, on rembourse, 8 centimes du kilomètre pour un vélo mécanique et 16 centimes du kilomètre pour un vélo électrique, alors que pour les voitures, on rembourse 50 centimes du kilomètre. Voilà. Donc l'écart finalement, existe, mais peut inciter à prendre aussi le vélo, potentiellement. Le fait de rembourser son vélo, grâce au déplacement professionnel peut être aussi incitatif pour les collaborateurs. Bon, 2e moyen de mobilité, électrique, un peu moins vertueux que le vélo, c'est la trottinette électrique. Donc là, l'enjeu, c'est que les trottinettes soient bien entretenues pour que leur durée de vie soit élevée. Heu, puisque, on est sur un moyen de mobilité relativement peu émissif. Une trottinette, c'est 25 grammes de CO2 par kilomètre. Heu, mais ça ne marche que si, on fait beaucoup de kilomètres avec. Si, elle tombe en panne après 300 kilomètres, là, on est sur un contenu carbone du kilomètre bien plus élevé et c'est pas efficace. Heu, donc c'est vraiment l'enjeu, c'est d'avoir une trottinette qui dure et dont on se sert beaucoup. Et puis enfin, la voiture électrique donc là, il y a eu un gros boom avec les primes. Maintenant qu'elles sont un peu descendues, les bonus, sont plus faibles, et voire même,
inexistant pour les entreprises maintenant, bah, là, c'est moins incitatif. Pour le coup, j'ai tendance à croire que la dynamique est lancée. Heu, les produits eux-mêmes s'améliorent, hein. On a de plus en plus de voitures électriques avec des recharges rapides, avec, des autonomies, qui s'allongent, avec des batteries plus efficaces. Il y a de plus en plus de bornes de recharge un peu partout, c'est, extrêmement rare de ne pas avoir de solution de recharge. Il y a aussi la pratique qui fait que les gens se rendent compte qu'en fait, en vrai, c'est pas si pénalisant que ça, puisqu'on arrive à coupler des arrêts, nécessaires pour se reposer sur les longs trajets, ou, nécessaires pour l'activité professionnelle, dans le trajet professionnel, avec les temps de recharge. Ça demande un peu plus de logistique, mais globalement ça se fait. Heu et puis, beh, il y a quand même un aspect, économique qui est intéressant puisque, globalement, même si ça coûte un peu plus cher à l'achat, en fait, en coût total de possession, heu, si on recharge sur son espace de parking, hein, qu'on arrive à mettre des bornes à domicile et qu'on paye le kilowattheure, au prix du réseau, c'est beaucoup plus économique, qu'un véhicule thermique. Donc c'est très adapté à beaucoup de déplacements professionnels, y compris un peu longs, hein. Nous, on a fait vraiment une étude très poussée là pour le renouvellement de notre flotte, et on a pris beaucoup de véhicules électriques. Alors pas que, hein, on a regardé des véhicules thermiques, hybrides, heu, dans des agences qui ont des rayons d'action assez élevés et qui potentiellement font des kilométrages, quotidiens un peu conséquents. Voilà, mais pour la plupart des cas, le véhicule électrique fonctionne bien pour les usages de l'entreprise. Oui, merci. On en saura un petit peu plus, sur les véhicules électriques, dans l'épisode 6, qui sera dédié aux flottes de véhicules et à l'autopartage. En conclusion, tous ces modes ont chacun leur intérêt, mais pour une optimisation de l'usage de ces modes, il est nécessaire d'avoir une coordination au niveau de l'entreprise. Quels sont les éléments à prendre en compte? Bah oui, il faut que la politique, de déplacement de l'entreprise, elle reflète, tout ça. Et donc chez Nexen, en fait, on a fait un truc très simple, hein. On a dit: «Voilà, pour les déplacements professionnels, il y a un ordre de priorité». On a listé tous les modes de déplacement possibles et on les a, rangés par ordre de priorité. Donc en priorité 1, c'est, l'utilisation d'un mode de déplacement, actif, donc la marche, la trottinette, mécanique, le vélo, mécanique sans assistance. Voilà, ça c'est priorité 1, c'est écrit dans notre politique de déplacement. En priorité 2, on a mis les transports en commun. Alors notamment parce que, bah, comme tous les employeurs, on rembourse 50 des transports en commun, sur bulletin de paye, hein, c'est une obligation légale qui était uniquement parisienne dans le temps, mais qui maintenant s'est étendue partout en France. Mais en fait, depuis toujours, chez l'AMCN, on rembourse, en fait aussi, les 50 qui manquent par note de frais. Puisque justement, comme on demande à nos collaborateurs de se déplacer prioritairement par les transports en commun et qu'ils le font, ils les utilisent, et ben, on est, légalement autorisé à leur rembourser ces 50 sur note de frais sans que, ça ne soit considéré comme un avantage en nature. Donc c'est la priorité 2. Priorité 3, on a mis, bah, tous les nouveaux moyens de mobilité personnelle électrifiés, donc les vélos à assistance électrique, les trottinettes électriques et cetera. Priorité 4, les voitures de société sur lesquelles donc, je vous le disais tout à l'heure, on a essentiellement des véhicules électriques et heu et quand on a des véhicules thermiques, ben, on essaye de prendre des véhicules, heu, peu émetteurs de CO2, le moins possible. Donc c'est la priorité 4. Priorité 5, c'est l'autopartage. Qu'on est quand même présent dans des villes dans lesquelles il y a, pas mal de contrats d'autopartage, donc c'est la 5e priorité. Priorité 6, la location courte durée, puisqu'on a un accord national avec un loueur, qui permet de répartir la journée, sur les petites cylindriques qui sont assez compétitifs, et qui sont donc des modèles à faible émission de CO2. Et enfin, en tout dernier recours, le véhicule personnel, que si tous les autres modes précédents ne sont absolument pas possibles. C'est-à-dire qu'en fait, un salarié qui demande à rembourser, des kilomètres, perso, sur note de frais, bah, on va lui demander si, préalablement, il a vraiment éclusé tous les autres modes de déplacement alternatifs qu'on préconise avant. Voilà. Alors ça n'empêche pas qu'on le fait, hein, parce qu'il y a des cas de figure dans lesquels, pour les salariés, c'est la meilleure organisation et il n'est pas question qu'on fasse perdre 2 heures de travail dans une journée à quelqu'un juste pour, nos priorités d'usage des modes de déplacement, on est d'accord. Heu mais voilà, petit à petit, cette politique de déplacement fait que les habitudes, s'ancrent, bah, les gens effectivement,
Maintenant, on ce réflexe-là de respecter l'ordre de priorité qu'on leur demande. Heu, Ça, c'est l'aspect politique de déplacement pour les déplacements professionnels et puis pour une entreprise, on a aussi, heu, notamment pour la mobilité domicile-travail, heu, des points d'attention, hein, particuliers, mais je pense que ça a déjà été évoqué dans de podcasts précédents ou ce sera dans les futurs. Le 1er point, c'est l'implantation des bureaux. Il faut évidemment faire attention, à ce que quand on se positionne, quelque part sur d'activité, les bureaux qu'on prend soient facilement accessibles en transport en commun. Heu, c'est le premier levier. Heu, on a fait des erreurs, hein, chez nous dans ce sens-là. On s'est implanté dans des bureaux, parce qu'ils étaient pas trop chers, ils étaient chouettes, mais ils étaient un peu en périphérie. Ça va très vite, hein, c'est même si en théorie il y a un arrêt de bus, heu, très vite les gens, reprennent leur voiture, en fait. Donc ça, c'est un point super important. Et puis, je vous parlais tout à l'heure là du remboursement sur note de frais des transports en commun de telle sorte qu'on rembourse 100 des transports en commun aux collaborateurs chez Nepsen. Mais on a aussi mis en place le forfait mobilité durable. Donc c'est l'un et l'autre, mais on a capé le remboursement total annuel, aux, 700 € du forfait mobilité durable. Mais depuis le début, dès qu'il y a eu l'indemnité kilométrique vélo, puis ensuite le FMD, on a mis en place, cette possibilité, chez nous avec les plafonds maximum. Heu et ça fonctionne bien puisque aujourd'hui on a quasiment, 1 salarié sur 2 qui, demande le remboursement du forfait mobilité durable en justifiant qu'ils viennent au bureau en vélo et effectivement, on est obligé de mettre des parkings à vélo, adaptés, un peu partout pour que les gens puissent se garer. Heu et on a d'ailleurs adhéré à la démarche, Objectif employeur au vélo qui est assez bien structurée, qui donne pas mal d'outils, pour, former les salariés donc à la sécurité à vélo ou en déplacement à vélo, que l'entreprise propose donc des parkings à vélo adaptés et sécurisés et cetera, et cetera. Merci beaucoup Alexandre. Au revoir. Au revoir, merci. Merci Alexandre pour toutes ces explications et informations sur les différents modes de transport. Nous retrouvons en deuxième partie d'épisode Émilie Aumont, responsable de centre marketing, direction de la multimodalité et de la direction générale mobilité à Bordeaux Métropole. Elle nous apportera une vision plus centrée sur les problématiques liées au service public et aux éléments qu'ils mettent en place pour accompagner les organisations.